L'une des choses que je t'ai entendu dire, c'est que tu es plutôt optimiste quant à la probabilité que J.D. Vance puisse continuer sur la lancée des victoires que la droite a remportées ici en 2024, en 2028. Peux-tu exposer tes arguments à ce sujet? Oui. Eh bien, tout d'abord, je dois quand même nuancer un peu cela, tu sais. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le fait que Vance soit le vice-président en exercice dépend du succès de l'administration. Donc, James David Vance, que je considère comme un individu extrêmement talentueux sur le plan politique, dont la philosophie est en accord avec l'endroit où une majorité de centre droit devrait se former. S'il est accablé par la défaite et la dépression, comme George Bush l'a fait avec le Parti républicain en 2000, lui, aucun talent politique ne pourra surmonter la défaite et la dépression. Donc je dois quand même nuancer cela. Je suis enthousiaste à propos de Vance pour deux raisons, sa philosophie et son talent philosophique. La façon dont le Parti républicain construit une majorité, c'est en représentant et en alignant le centre du pays avec sa base. Cela n'a pas été fait depuis 100 ans. Que cette élection est la première élection présidentielle depuis 1928 où plus de personnes se sont déclarées républicaines que démocrates. Et ce que les Américains veulent depuis longtemps, c'est quelqu'un qui comprend le rôle du gouvernement dans la vie moderne, mais qui ne veut pas que le gouvernement soit le contrôleur. Hormis Ronald Reagan, la plupart des républicains n'ont généralement pas compris cela. Ils ont soit été des démocrates du genre moi aussi, ce qui n'est pas ce que le centre de l'Amérique veut, soit ils ont été implicitement méprisants envers le rôle de l'État dans l'économie publique américaine. James David Vance comprend cela. Il est donc bien placé pour répondre aux attentes des Américains sur l'économie et sur la politique étrangère. Les Américains veulent être internationalistes, mais pas imprudents, c'est-à-dire que les Américains, quand on regarde les sondages publics, soutiennent toujours l'OTAN. C'est particulièrement vrai lorsqu'on se place au centre du monde, au centre de l'opinion publique américaine. Ils veulent une armée forte, ils considèrent la Russie comme un ennemi, ils considèrent l'Iran comme un ennemi, ils considèrent la Chine comme un ennemi. Les Américains partagent cela, mais ils refusent une guerre permanente. Surtout ces 15 dernières années, cela n'a mené à aucune victoire. Les Américains, comme beaucoup de peuples démocratiques, veulent gagner les guerres. Ils ne veulent pas s'engager dans des guerres sans fin, et l'establishment de la politique étrangère n'a généralement pas de problème avec les guerres sans fin. Et donc, les Américains ne veulent pas de cela. James David Vance appartient à cette catégorie. Il n'est ni isolationniste ni néoconservateur. Concernant la politique sociale, les Américains souhaitent de ce que j'appelle une tradition choisie. Ils ne veulent pas d'un monde où la religion est méprisée, mais ils ne veulent pas non plus d'un monde où il y a une approbation de facto du christianisme traditionnel dans l'espace public. Vance est sans doute un peu plus à droite sur ce point. Mais il est suffisamment proche du centre pour que je pense qu'il puisse, à la fois par ses paroles et ses actes, incarner cela. Et donc, quand on regarde cela, on se dit que la philosophie de James David Vance est celle qui peut unir la base avec le centre. Et puis, quand on regarde ses talents, ce gars est tout simplement brillant, regardez-le. Et il peut dialoguer avec ses interlocuteurs de manière moderne, que ce soit lors d'interviews ou dans des podcasts, d'une façon qui lui permet de faire passer son message. Il répond aux questions, contrairement à beaucoup qui sont formés à les éviter. Il apparaît comme il est, intelligent et sympathique. Et puis il sait prononcer un bon discours de campagne, il peut mobiliser la base, il peut attirer le centre. Et on regarde simplement et on se dit, c'est un talent politique d'une ampleur générationnelle qui arrive justement à maturité à un moment où ce talent sera récompensé. Parce que c'est ce que veulent les Américains. Et je pense que s'il y a ne serait-ce qu'un succès acceptable dans l'administration Trump, ce gars va consolider une majorité de coalition républicaine en 2028 et au-delà. Ah, y a-t-il d'autres précédents historiques auxquels vous feriez cette référence? Parce que vous avez dit que ce n'est pas arrivé depuis 1928 que les républicains avaient une position aussi importante. Dans l'histoire moderne, Reagan est souvent cité comme l'année d'or. Qu'en pensez-vous? Oui, ce que Reagan a fait, c'est ramener le parti républicain d'entre les morts. Quand Ronald Reagan a été élu, les républicains avaient à peu près la... Vous savez, si on regarde les sondages, environ 22 à 24% des gens disaient en fait qu'ils étaient républicains. Les démocrates avaient plus de 20 points d'avance en reconnaissance de nom. Les républicains n'avaient plus contrôlé le Sénat depuis l'élection de 1952.
Il n'avait jamais plus la Chambre depuis 1952 et était absent de la plupart des assemblées d'État. En grandissant dans les années 1970, les républicains avaient 4 trifectas, tous dans de petits États ruraux. Ronald Reagan a conduit les partis à une quasi-parité. En 1985, l'écart historique de 20 à 30 points des démocrates, qui existait depuis la fin des années 1950, avait été réduit à un chiffre. Et il est resté à un chiffre pendant tout le reste de cette période. Lorsque les républicains pouvaient mobiliser leur base et gagner l'indépendance, ils pouvaient être compétitifs dans la plupart des États de l'Union. Ils pouvaient remporter des trifectas dans les législatures d'État. Et ils pouvaient régulièrement se battre pour le contrôle du Sénat, et ils pouvaient aussi prendre le contrôle de la Chambre des représentants. Mais il convient de noter que de 1932 à 1980, les républicains n'ont détenu une trifecta que pendant 2 ans. De 1952 à 1954 avec Dwight Eisenhower. De 1980 à 2020, les républicains ont détenu une trifecta de facto. Je dis de facto car pendant environ 1 an sous Reagan, une alliance entre démocrates conservateurs et républicains permettait de contrôler la Chambre. Pendant 7 ans sur ces 40, on ne peut pas changer un pays avec ça. Vous savez, quand on a une trifecta au niveau national, pendant 9 ans sur 80, on ne peut pas changer le pays. Vance et Trump peuvent inverser cela. Ainsi, dans les 40 prochaines années, ce sont les démocrates qui auront une trifecta pendant 6 ans et les républicains qui auront une trifecta pendant 24 ans. Et c'est trop comme ça qu'on change le pays. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre qui a le même niveau de talent politique que Vance? Non, le républicain, non. Parce que c'est un mélange de talent politique et d'idées politiques. Tu sais, tu as quelqu'un comme Ron DeSantis qui a peut-être des idées similaires, mais il n'a clairement pas le talent politique. Tu sais, ce qui compte dans la politique américaine, c'est le quoi. Le qui apparaît. Le billet de 100 $ sur le sol politique américain, c'est une coalition populiste et conservatrice majoritaire. Mais il faut quelqu'un de compétent pour l'accomplir. Et pendant des années, tu regardes et tu te dis, il n'y a pas de qui. Tu as Trump qui agit à moitié sans aller au bout, et d'autres qui ne comprennent pas. James David Vance, auteur semi-célèbre en 2021, est maintenant vice-président des États-Unis. En politique américaine, quand le qui émerge, cette personne monte extrêmement rapidement. Considérez-vous une figure politique exceptionnelle de l'autre côté de l'hémicycle? Un talent. Il faut associer un talent aux idées. Et il n'y a encore personne du côté démocrate qui ait réussi à relier leur base avec le centre américain. Il semble y avoir une réticence à vraiment comprendre les difficultés que cela implique. Est-ce que la base démocrate est fondamentalement, vous savez, une base démocrate qui regarde ce que Joe Biden a fait à la frontière et se demande qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Une base démocrate dont la réaction au meurtre d'un cadre pharmaceutique est « eh bien, je suppose qu'il l'a mérité, même si les gens ne devraient pas tuer d'autres personnes ». Une base démocrate dont la réaction aux politiques woke est « oui, s'il vous plaît » est une base démocrate qui reste incapable de se connecter avec le centre de l'opinion publique. Mais encore une fois, l'objectif est évident. La manière d'y parvenir est diaboliquement difficile. Et si quelqu'un devait émerger, qui pourrait faire cela? Il n'y a encore personne. Qui le pourrait? Cette personne pourrait être redoutable, mais personne n'a encore montré cette compréhension. Donc, des personnes aux grandes compétences politiques. Josh Shapiro semble avoir de solides compétences politiques. Gretchen Whitmer semble posséder de solides compétences politiques. Mais ils ne se sont pas encore vraiment distingués nationalement. Vous savez, tout le monde peut frapper des balles rapides en Ligue AA pour utiliser une métaphore du baseball américain. Mais il est difficile de frapper les lancers, courbes redoutables, dans les ligues majeures. Et aucun d'eux n'a vraiment atteint ce niveau pour l'instant. Je pense qu'ils vont essayer et on verra s'ils y arrivent en 2028. C'est probablement un peu l'effet Pittsburgher, où, tu sais, je me soucie 10 fois plus des Steelers que de tout le reste qui se passe dans la National Football League. Et tu sais, Shapiro et Fetterman, je pense que pour la gauche, ils ont tous les deux une bonne dose de talent politique. Mais il reste à voir si cela peut être transféré dans un contexte national. Fetterman, à mon avis, te comprend mieux le problème pour l'instant. Un démocrate, Donald Trump, a d'abord dû briser l'emprise de l'establishment sur le parti républicain avant de le concilier. Et c'est de ça qu'il s'agissait en 2016. Vous savez, non, je n'ai pas à dire que John McCain est un héros. Non, je n'ai pas à approuver la guerre en Irak ni à me prosterner devant la croix.
Non, je n'ai pas à me prosterner devant l'économie de l'offre. Il a brisé cela en le remettant en question. Ce que je ne vois pas, c'est quelqu'un dans le Parti démocrate qui veuille le briser. D'habitude, quel parti? Vous savez, c'est risqué de faire ça. Donc c'est compréhensible que les gens veuillent dire « Eh bien, je peux être à moitié ici et à moitié là-bas et blablabla ». Non, non. Changer de parti nécessite de vaincre les structures de pouvoir interne. Et ensuite, vous devez les plier à votre volonté pour les rendre heureux avec la nouvelle direction. Ronald Reagan, Franklin Delano Roosevelt et Donald Trump l'ont fait. Personne dans le Parti démocrate ne le fait, sauf peut-être Fetterman. Qui est encore prêt à se battre contre les idées progressistes qui sont extrêmement impopulaires et à dire que ce n'est pas ce que les démocrates devraient en croire? Je vais me présenter contre cela. Donc nous verrons s'il est savamment capable de le faire et de dépasser certains de ses propres sujets, pour mener une attaque plus fondamentale et directe contre les excès de la gauche progressiste.